Bonjour à tous. Je vais vous raconter mon histoire que j'appelle l'enfer de la manipulation et le chemin vers la libération. Il y a un mois, j'ai enfin quitté l'antre d'un monstre, un pervers narcissique, une expérience si destructrice que je ressens le besoin de partager, pour éclairer celles et ceux qui pourraient non se reconnaître dans mes mots. Je l'avais rencontré sur un site, et au début, il semblait tout à fait normal, voire charmant. Il avait cette capacité innée à vous mettre en confiance. Des discussions intéressantes, une guitare entre les mains, et cette chanson qu'il m'a jouée, We are going to be friends. Je trouvais cela adorable, du moins au début. Mais cette chanson, je l'ai compris bien trop tard, n'était qu'un piège, une routine qu'il répétait avec toutes ses proies, une mélodie douce pour endormir ma vigilance. Les premiers indices ignorés, les signaux que l'on ne veut pas voir. Au commencement, tout semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Cette sensation d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'exceptionnel, attentif et à l'écoute. Pourtant, des indices étaient déjà là, cachés sous la façade charmeuse. Mais comme souvent, l'espoir d'une relation idéale nous pousse à ignorer les premières dissonances. Le masque de l'homme parfait. Lors de notre première rencontre virtuelle, il savait exactement comment capter mon attention. Ses messages étaient en des fluides, captivants et remplis d'une empathie apparente qui semblait presque magnétique. Il m'avait envoyé une reprise à la guitare de We Are Going to Be Friends. C'était charmant, touchant même, et cela me rassurait sur sa sensibilité. Pourtant, cette chanson, que je croyais unique pour moi, était en réalité un outil calculé. Elle faisait partie de son arsenal de séduction, une mélodie douce qu'il utilisait pour endormir la méfiance de ses victimes. Je ne le savais pas encore, mais cet acte n'avait rien de spontané. Des routines troublantes sous des airs innocents. Très vite, des gestes répétés sont apparus. Le premier dîner indien, au lait de coco par exemple, semblait anodin. Un moment agréable, une recette qu'il maîtrisait à la perfection. Mais ce n'était pas un simple plat. Avec le recul, j'ai compris qu'il s'agissait d'un rituel. Ce même repas avait été partagé avec d'autres femmes avant moi. De même, les films qu'il choisissait étaient truffés de messages. Ses œuvres, soigneusement sélectionnées, n'étaient pas seulement du divertissement. C'étaient des reflets de sa personnalité, des indices sur son fonctionnement ou ses valeurs profondément dérangeantes. Au début, je n'y voyais qu'un goût particulier pour des histoires complexes ou des drames psychologiques. Plus tard, j'ai compris qu'il y glissait des clés pour me manipuler, jouant sur mon inconscient. Chaque scène, chaque dialogue résonnait avec des situations qu'il allait lui-même créer dans notre relation. C'était comme s'il préparait le terrain pour justifier ses comportements futurs. Un langage subtil, mais contrôlant. Dès les premières conversations, son discours contenait des éléments troublants, des compliments parfois ambigus ou teintés de sous-entendus. « J'adore ta sensibilité, mais il faut apprendre à ne pas trop t'inquiéter », me disait-il. Cela ressemblait à un conseil bienveillant, mais ces remarques semaient déjà un doute sur ma légitimité à exprimer mes émotions. Cette technique, appelée les compliments blessants, est une des bases de la manipulation émotionnelle. Une attention parfaite, mais trop parfaite. Son comportement au début de notre relation relevait d'une orchestration méticuleuse. Chaque geste, chaque parole semblait répondre à mes attentes les plus profondes. Mais ce perfectionnisme n'était pas naturel. Il s'agissait d'un miroir, un reflet amplifié de ce que je recherchais. En psychologie, on parle souvent de la phase de lune de miel dans une relation toxique. Cette période de séduction intense est une stratégie pour capturer la confiance de la victime et créer une dépendance affective et émotionnelle. Des signaux ignorés, des doutes balayés. Avec le recul, il y avait des moments où ma petite voix intérieure me soufflait que quelque chose n'allait pas. Mais ces doutes étaient vite balayés par ses efforts pour me rassurer ou détourner mon attention. Il savait comment me charmer, tout en instillant subtilement une forme de confusion. Chaque faux pas était minimisé. Chaque incohérence habilement justifiée. Et moi, emportée par l'illusion d'une histoire parfaite, je mettais ces doutes de côté. Ces premiers indices, bien que subtils, étaient les prémices d'une emprise psychologique qui allait se refermer sur moi. Leur décryptage a été difficile,
car il est plus facile de voir les pièges une fois qu'on en est sorti. Mais aujourd'hui, en racontant ces moments, j'espère aider d'autres personnes à repérer ces signes, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que parfois, les plus grands drames commencent dans les plus petites dissonances. La descente aux enfers, le chaud et le froid. Les pervers narcissiques maîtrisent l'art de souffler le chaud et le froid, une stratégie manipulatoire puissante et dévastatrice. Leur objectif ? Vous maintenir dans un état de dépendance émotionnelle, entre l'extase et le désespoir. Cette technique, qui alterne entre attention excessive et froideur glaçante, est au cœur de leur emprise. Voici comment elle s'est déployée dans mon histoire. La phase du chaud, une lune de miel éblouissante. Au début, tout était parfait, presque irréel. Chaque matin, mon petit déjeuner était prêt et mes repas du midi soigneusement préparés. Il anticipait mes besoins, comblait mes attentes et surpassait même mes rêves les plus fous. Cette phase, qu'on appelle souvent la lune de miel dans les relations toxiques, est une stratégie bien rodée. Elle sert à créer une dépendance en donnant à la victime un aperçu de ce qu'elle croit être le bonheur ultime. Pendant ces moments de chaud, il me faisait sentir unique et indispensable. « Tu es la femme de ma vie », me disait-il, et je le croyais. Ses gestes attentionnés, ses paroles enflammées, tout était pensé pour me convaincre que j'avais trouvé l'homme idéal. Mais dans l'ombre, il plantait déjà les graines du doute. La phase du froid, le retrait brutal. Puis, du jour au lendemain, il disparaissait. Plus de messages, plus de gestes attentionnés. Quand je lui écrivais, il me répondait, parfois après plusieurs jours, par des excuses vagues « j'étais fatigué » ou « je n'ai pas vu ton message ». Ces silences prolongés étaient insupportables. Ils créaient en moi une angoisse permanente, un besoin presque viscéral qu'il revienne. Chaque disparition me laissait plus vulnérable, plus accrochée à ses retours. Lors de sa dernière disparition, il est resté absent pendant 3 mois. 3 mois à espérer, à me demander ce que j'avais fait de mal, à réécrire notre histoire dans ma tête. Cette alternance de chaud et de froid était une forme de punition silencieuse. Il savait qu'il me laissait dans le désarroi et il en tirait une satisfaction perverse. Les réactions contradictoires, le piège se referme. Lorsqu'il revenait, c'était avec des excuses confuses et des mots doux pour apaiser mes craintes. Mais très vite, la douceur se transformait en reproche. « Tu te fais trop de films, tu es trop exigeante », disait-il. Ce cycle répétitif de promesses et de déceptions m'épuisait émotionnellement. Il alternait compliments et critiques, présence et absence, créant un climat de confusion totale. C'est une technique connue pour instiller une dépendance affective toujours plus profonde. Un jour, il me demandait en mariage, jurant que j'étais la femme de sa vie. Le lendemain, il me faisait comprendre que je n'étais rien pour lui. Ces montagnes russes émotionnelles, appelées chaud et froid, n'étaient pas seulement douloureuses. Elles étaient déstructurantes. Je ne savais plus qui il n'était, ni ce que je représentais pour lui. L'impact psychologique, un désarroi total. Ces allers-retours incessants ont des effets dévastateurs. Ils m'ont isolée de mes émotions, de mes repères, de moi-même. Je me suis retrouvée dans un état de vigilance constante, essayant d'anticiper ses humeurs. Cette tension permanente m'empêchait de réfléchir clairement. Chaque silence devenait une torture, chaque retour un soulagement temporaire suivi d'une nouvelle blessure. En psychologie, ce jeu du chaud et du froid est conçu pour rendre la victime dépendante. La phase de chaud crée un attachement fort, et la phase de froid instille un manque insupportable. Cette alternance finit par convaincre la victime qu'elle ne peut pas vivre sans son bourreau. J'étais prisonnière d'un cercle vicieux, toujours en quête du moindre signe d'attention. Le silence comme arme, le mutisme manipulateur. Le silence n'était pas un oubli, c'était une arme. Lorsqu'il s'éclipsait sans prévenir, il laissait planer un mystère insupportable. Chaque minute sans réponse était une torture mentale. Je remettais en question mes mots, mes gestes, jusqu'à ma propre réalité. C'est une forme de manipulation appelée gaslighting,
où le manipulateur pousse sa victime à douter d'elle-même. Il ne s'excusait jamais pour ses disparitions. Il imposait ses absences comme s'il avait ce droit. Cette attitude renforçait ma confusion. Était-ce moi qui en demandais trop? Était-ce normal? En réalité, il jouait avec mes limites pour asseoir son contrôle. Comprendre le mécanisme pour s'en libérer. Le chaud et le froid est une méthode perverse, utilisée pour déstabiliser la victime et la maintenir sous emprise. Le manipulateur crée une dépendance émotionnelle en offrant des moments de bonheur absolu, suivis de privations brutales. En brisant ce cycle, en identifiant ces comportements, j'ai commencé à retrouver une partie de moi-même. Reconnaître cette dynamique est le premier pas vers la libération. Savoir que ces absences, ces silences, ces montagnes russes émotionnelles sont délibérées, aide à se détacher de la culpabilité et à reprendre le contrôle de sa vie. C'est un chemin difficile, mais nécessaire pour briser l'étau de la manipulation. Le jeu cruel du blâme et de la dévalorisation. Parmi les outils les plus perfides du pervers narcissique, le blâme et la dévalorisation occupent une place centrale. Ils constituent le ciment de son emprise, en instaurant chez sa victime un sentiment de culpabilité profond et en érodant peu à peu sa confiance en elle. Ce jeu insidieux est à la fois destructeur et addictif, car il enferme la victime dans une spirale où elle se croit responsable des abus qu'elle subit. Le blâme, tout est de votre faute. L'un des aspects les plus toxiques de la relation était sa capacité à inverser les rôles. Peu importait ce qui se passait, c'était toujours de ma faute. Si quelque chose allait mal dans sa vie, si une discussion tournait mal ou même si je montrais de la fatigue, c'était à moi qu'il en attribuait la responsabilité. Si tu étais plus compréhensive, je n'aurais pas besoin de me refermer, disait-il. Ou encore, tu es trop sensible, c'est pour ça qu'on se dispute. Avec le temps, ces accusations répétées m'ont convaincu que je devais changer pour qu'il aille mieux. Ce mécanisme, qui pousse la victime à s'auto-accuser, est un pilier central du jeu du blâme. Il n'hésitait pas à utiliser mes propres confidences pour justifier ses reproches. Des moments où j'avais montré mes failles, mes doutes, se retournaient un contre moi. « Tu sais bien que tu as toujours eu du mal à gérer les conflits », me lançait-il en référence à des épisodes passés que je lui avais confiés en toute vulnérabilité. Cette stratégie le plaçait en position de force, faisant de moi la fautive permanente. La dévalorisation, détruire pour régner. À côté du blâme, la dévalorisation était l'autre lame de son épée. Là où il m'avait initialement porté au nu, vantant mes qualités et mes talents, il s'acharnait désormais à me rabaisser. Ses critiques n'étaient jamais directes, mais subtiles, déguisées en plaisanteries ou en remarques pseudo-constructives. « Tu pourrais être tellement belle si tu faisais un peu plus attention à toi », me disait-il. Ou encore « Tu as toujours des idées intéressantes, mais tu les présentes mal. » It. Ce sont des exemples de compliments blessants, une technique de manipulation redoutable où une phrase en apparence bienveillante est en réalité une critique déguisée. Chaque mot laissait une trace, une fissure dans mon estime de moi. Progressivement, j'ai commencé à douter de mes propres capacités, à croire que je ne valais pas mieux que ce qu'il me renvoyait. La dévalorisation se jouait aussi dans des situations banales du quotidien. Si j'exprimais une opinion, il la rejetait en la qualifiant de naïve ou irréaliste. Si je prenais une initiative, il trouvait toujours un défaut à y pointer. Ce processus m'a lentement conduite à me taire, à m'effacer, par peur de déclencher une nouvelle vague de critiques. Un piège émotionnel bien huilé. Le mélange de blâme et de dévalorisation a des effets psychologiques puissants. À force d'entendre que tout était ma faute, je me suis convaincue que j'étais le problème. Cette culpabilité constante m'a poussée à essayer encore et encore de me racheter, de lui prouver que j'étais digne de son amour. Mais à chaque effort, il montait la barre un peu plus haut, rendant mes efforts vains. Cette dynamique est une forme de chantage affectif déguisé. Chaque tentative de ma part pour répondre à ses attentes était accueillie par une nouvelle critique ou un nouveau reproche. Cela me maintenait dans un état de tension permanente, dans l'espoir vain d'un jour être enfin assez bien pour lui. L'objectif caché, l'annihilation de soi.
Derrière ce jeu cruel, il y avait une intention claire, me contrôler en m'anéantissant. Plus je doutais de moi, plus je m'effaçais, et plus il pouvait s'installer en maître absolu de la relation. En m'isolant émotionnellement et psychologiquement, il consolidait son emprise. Ce processus va de pair avec le gaslighting, une autre arme redoutable qu'il utilisait. En remettant en question mes perceptions et mes souvenirs, il me plongeait dans une confusion totale. Je finissais par douter non seulement de ma valeur, mais aussi de ma réalité. Reprendre le pouvoir, comprendre pour se libérer. Le blâme et la dévalorisation sont des stratégies redoutables, mais les reconnaître est la première étape pour les désamorcer. J'ai compris, avec du recul, que ces critiques n'étaient pas une vérité sur moi, mais un reflet de ses propres insécurités et de son besoin de dominer. Sortir de cette spirale n'a pas été facile, mais cela a commencé par un acte de rébellion, refuser de croire à ses mots. En m'entourant de personnes bienveillantes, en lisant sur les mécanismes des relations toxiques, j'ai peu à peu repris confiance en moi. La voix du bourreau s'estompe avec le temps, et une autre voix, plus douce, celle de l'amour-propre, commence à émerger. Reconnaître que ces jeux de blâme et de dévalorisation sont des outils de manipulation est essentiel, car ce n'est qu'en comprenant leur objectif que l'on peut s'en libérer. Et une fois cette emprise brisée, la reconstruction, bien que lente, devient enfin possible. L'emprise totale, l'érosion de soi. L'emprise d'un pervers narcissique n'est pas un coup de tonnerre soudain, c'est un processus insidieux, progressif et destructeur. Il s'installe dans la vie de sa victime à petits pas jusqu'à occuper toutes ses pensées, sa vie et son identité. Cette érosion de soi est l'un des mécanismes les plus cruels de cette relation toxique, car elle agit dans l'ombre, dépossédant lentement la victime de tout ce qui fait son essence. L'installation de l'emprise, une infiltration lente et méthodique. Dès les premières semaines, je me suis retrouvée fascinée par son attention, son charisme et sa manière de répondre à mes besoins, comme s'il lisait en moi. Cette sensation de perfection était séduisante, mais elle n'était qu'une façade. Il était méthodique dans son approche, s'infiltrant dans tous les aspects de ma vie, jusqu'à s'ériger en pilier central de mon existence. Au fil du temps, il est devenu l'alpha et l'oméga de mes pensées. Mes centres d'intérêt, mes amis, mes passions, tout a progressivement été relégué au second plan. Il me poussait subtilement d'abord à délaisser les choses et les gens qui comptaient pour moi, au motif qu'ils n'étaient même pas à la hauteur de ce que nous vivions. Par exemple, il ridiculisait mes amitiés ou critiquait mes choix personnels, sous prétexte de vouloir mon bien. Ce chantage affectif, déguisé en conseil, était en réalité une manière de m'isoler et de me rendre dépendante. La dépersonnalisation, quand on perd son identité. Petit à petit, j'ai cessé d'exister en dehors de lui. Chaque décision devait passer par son filtre. Il était l'unique référent. Tout ce que je faisais devait être validé par lui, ou bien j'avais peur de le décevoir. Cette dépendance émotionnelle, que je n'avais même pas vu venir, m'a privée de ma liberté intérieure. Je n'étais plus qu'un reflet de ce qu'il voulait que je sois. Je lui avais confié mes secrets les plus profonds, mes failles, mes peurs. Je croyais trouver en lui un confident, mais il s'en est servi comme des armes. Ces confidences sont devenues les munitions de ses attaques. Avec ce que tu m'as dit sur toi, tu comprends bien pourquoi les autres te déçoivent toujours. Ces mots, qui semblent logiques à première vue, visaient à renforcer l'idée que je n'avais que lui au monde. C'est une technique de gaslighting, où l'on manipule la perception de l'autre pour le faire douter de lui-même. Le cycle de l'angoisse et de l'agonie. Chaque jour, il était au centre de mes préoccupations, que ce soit par sa présence ou par son absence. Lorsqu'il disparaissait, l'angoisse m'envahissait. Ai-je fait quelque chose de mal ? Pourquoi ne répond-il pas ? Est-ce que je vais le perdre ? Et lorsqu'il revenait, il apportait un soulagement temporaire, avant de me replonger dans une spirale de reproches et de critiques. L'effet était comparable à une dépendance affective. Il devenait ma source de joie et ma cause de souffrance. À force de subir ces montagnes russes émotionnelles, j'ai fini par me perdre. Mes besoins, mes désirs, mes limites, tout cela s'est évaporé,
comme si je n'avais plus d'existence propre. Je n'étais qu'une extension de sa volonté. Le vide intérieur, l'effet d'une emprise totale. À mesure que l'emprise s'installait, ma confiance en moi s'est effondrée. Chaque critique qu'il me faisait, chaque reproche, chaque silence renforçait l'idée que je n'étais pas à la haute hauteur. Je n'osais plus parler, ni même penser sans redouter son jugement. C'était comme si ma vie tournait autour d'un centre de gravité qui n'était plus le mien. Je ne prenais plus plaisir à rien. Les activités qui me rendaient heureuse me paraissaient futiles, mes passions dénuées de sens. Il avait fait de lui-même le centre de mon univers, et moi j'étais en orbite, incapable de m'en éloigner. C'est une caractéristique des relations d'emprise. La victime s'efface pour laisser toute la place au bourreau. L'épuisement physique et mental, les signes visibles d'une érosion invisible. Les nuits sans sommeil, les pensées qui tournaient en boucle, les crises d'angoisse, tout cela est devenu mon quotidien. Je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail ni sur mes proches. Mon énergie mentale était entièrement accaparée par lui. À force d'essayer de comprendre tous ces comportements incohérents, j'étais devenue l'ombre de moi-même. Il utilisait mes moments de faiblesse pour me culpabiliser davantage. « Tu vois, tu es trop fragile, c'est pour ça que tu as besoin de moi. » Ces paroles, répétées encore et encore, m'ont convaincue que je ne pourrais pas m'en sortir seule. Cette destruction progressive est l'essence même de l'emprise narcissique. Elle vous laisse croire que vous ne valez rien sans votre bourreau. Le début de la libération, une prise de conscience douloureuse. C'est en lisant sur les pervers narcissiques que j'ai compris ce que je vivais. J'ai reconnu dans leur comportement des schémas que je pensais uniques à ma relation. Cette prise de conscience a été le premier pas vers ma reconstruction. Elle m'a permis de comprendre que l'érosion de moi-même n'était pas un hasard, mais un processus délibéré, orchestré pour m'asservir. Rompre l'emprise a été l'un des actes les plus difficiles de ma vie, mais il était nécessaire pour me retrouver. Aujourd'hui, je sais que cette érosion n'était qu'un stratagème pour m'annihiler. Et même si la reconstruction est un chemin long et sinueux, elle est possible. Car là où il a semé le doute, j'ai appris à cultiver la confiance en moi. En comprenant ces mécanismes, en les nommant, j'ai pu commencer à reconstruire les parties de moi-même qu'il avait détruites. Cette victoire, bien que fragile, est la preuve qu'il est possible de reprendre le contrôle, même après une emprise totale. Le réveil est le chemin vers la reconstruction. Sortir de l'emprise d'un pervers narcissique est une épreuve colossale, une véritable renaissance. Ce réveil, bien que souvent brutal, est la première lumière dans une obscurité prolongée. Pourtant, la reconstruction, après une telle relation, ne se limite pas à fuir l'agresseur. Elle exige un travail profond, patient et souvent douloureux pour recoller les morceaux de soi-même. Le déclic, une prise de conscience salvatrice. Pour moi, tout a commencé par un simple mail d'une amie. Ces mots ont été comme un coup de tonnerre, révélant une réalité que je refusais de voir. Ce mail, qui pointait directement des comportements typiques des pervers narcissiques, a ouvert une brèche dans le mur d'illusions que j'avais construit. Chaque mot résonnait, décrivant non seulement l'homme avec qui je partageais ma vie, mais aussi l'étau dans lequel il m'avait enfermée. Cette prise de conscience est souvent le premier pas pour les victimes d'une relation toxique. Lire, s'informer, reconnaître les mécanismes de manipulation, tout cela agit comme un miroir permettant de comprendre que le problème ne vient pas de soi mais de l'autre. J'ai dévoré des livres, des articles, et chaque page ajoutait une pierre à l'édifice de ma lucidité. Le départ, une fuite pour se retrouver. Le jour où j'ai décidé de le quitter, ce fut sans explication, sans cri, mais avec une détermination inébranlable. Je savais qu'il ne comprendrait pas, qu'il tenterait de me ramener dans son cercle vicieux. Mais à ce moment-là, ma priorité était ma survie, mon besoin de respirer loin de son emprise. Ce départ, pourtant nécessaire, n'a pas mis fin à la bataille. Les harcèlements par SMS, les tentatives de me faire culpabiliser et ces manipulations continuaient, comme autant de tentacules cherchant à m'attirer de nouveau dans son univers. C'est là que j'ai appris l'importance du no-contact, couper tous les ponts, bloquer ses messages, refuser tout contact direct ou indirect. Le choc de la réalité.
le poids de la reconstruction. Après la fuite, le silence est à la fois un soulagement et un vide effrayant. Retrouver son autonomie mentale et émotionnelle après une telle relation est un processus lent. Je me suis retrouvée face à moi-même, à mes peurs, à mes blessures. L'angoisse, la culpabilité et l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité étaient omniprésentes. Cette étape est souvent marquée par le doute. Ai-je pris la bonne décision? Était-il vraiment toxique? N'ai-je pas exagéré? Ces pensées, héritées de son gaslighting et de ses manipulations, sont le reflet de l'emprise qu'il avait sur moi. Mais en y réfléchissant, chaque moment de souffrance passée me confirmait que partir était le seul choix sain. La reconstruction, un chemin semé d'embûches. Reconstruire sa vie après une relation toxique est comparable à réapprendre à marcher après une chute. Voici les étapes clés qui m'ont aidé à retrouver mon équilibre. Comprendre ce que j'ai vécu. J'ai plongé dans la lecture, les témoignages et les théories sur les pervers narcissiques. Cette connaissance m'a permis de donner un nom à ce que j'avais traversé, de comprendre que je n'étais pas seule et que ma douleur était légitime. Reconstituer mon identité. Pendant des mois, j'avais été définie par ses attentes, ses critiques et son contrôle. Retrouver mes passions, mes centres d'intérêt et mes valeurs a été essentiel. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées et me suis reconnectée à mes amis, ceux qui m'avaient éloignée subtilement ou directement. Accueillir mes émotions. La colère, la tristesse, la honte et parfois même une étrange nostalgie refaisaient pas surface. J'ai appris à les accueillir sans les fuir. Ces émotions, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires pour tourner la page. Renforcer mon estime de moi. L'érosion de soi laisse des cicatrices profondes. J'ai dû réapprendre à m'aimer, à me respecter et à reconnaître ma valeur. Cela était passé par des thérapies, mais aussi par des victoires quotidiennes, comme dire non sans culpabiliser ou prendre des décisions en toute autonomie. Créer un environnement sécurisant. J'ai rétabli des limites claires avec les personnes autour de moi. J'ai aussi construit un cercle de soutien bienveillant, composé d'amis, de proches et de professionnels. Cette base solide m'a aidé à me sentir protégée et à éviter de retomber dans des schémas destructeurs. Un combat quotidien. Apprendre à vivre libre. Même après la reconstruction, la vigilance reste de mise. Les pervers narcissiques ont cette capacité à revenir, à rôder dans nos vies, soit directement, soit à travers les souvenirs qu'ils ont laissés. J'ai appris à reconnaître les signaux d'alerte, à identifier les comportements manipulateurs et à m'en éloigner dès qu'ils se manifestent. Reprendre le contrôle de sa vie ne signifie pas effacer le passé, mais apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, je ne suis pas guérie au sens total du terme, mais je suis plus forte, plus lucide et surtout libre. Chaque jour est une victoire, et chaque pas en avant est une preuve que la reconstruction est possible.